yogapage.com. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Chapitre 1, Sutra 2, des Yoga Sutras de Patanjali. Yoga Chitta Vritti Nirodha. La traduction proposée de ce sutra est la suivante. Le yoga est la maîtrise du psychisme. Une phrase courte qui nécessite un peu d'explication. Et dans un premier temps, peut-être pouvons-nous nous tourner vers le mot psychisme, un mot qu'il est parfois un peu difficile d'expliquer. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le psychisme est le principe de la pensée et de l'activité réfléchie de l'homme. C'est l'ensemble des facultés psychologiques, tant affectives qu'intellectuelles. C'est l'ensemble des processus relevant de l'esprit. L'esprit, un deuxième mot, peut-être qu'il est intéressant de définir qu'est-ce que c'est l'esprit. Alors la définition du mot esprit peut être vaste. Ce sutra cible principalement les facultés de l'esprit que nous utilisons ou subissons dans la vie de tous les jours, à savoir la connaissance, esprit cultivé, esprit inculte, perdre, reprendre ses esprits. L'intelligence, avoir le bon esprit de faire quelque chose. L'affect, telles les sensations, les sentiments, les émotions, l'humeur, etc. On parle d'esprit inquiet, indécis, abattu, affectueux ou heureux. Les pensées, l'imagination, esprit porté au rêve, à la création, ou on dit d'une personne qu'elle est transportée en esprit dans quelque chose. Enfin, la mémoire, pensées qui reviennent à l'esprit, ou avoir l'esprit en proie à 1000 souvenirs. Après avoir défini le mot psychisme et le mot esprit, tournons-nous vers le mental. Le mental peut être traduit par qui appartient au mécanisme de l'esprit, qui fait appel aux facultés intellectuelles. Après avoir éclairci éventuellement un peu la compréhension de ces trois mots, tournons-nous vers la signification des termes employés par Patanjali dans ce deuxième sutra. Yoga peut être traduit par joindre, unir, mais aussi union, jonction ou encore contact, connexion. Le Sutra 2, objet de ce document, donne la définition du yoga. Avant d'entrer dans le détail de cette définition, expliquons les autres termes qui constituent ce Sutra numéro 2. Chitta. Chitta désigne une entité ou un organe qui se meut dans la perception, dans l'attention, au travers de l'intellect. Chitta désigne ainsi la faculté de raisonnement, la raison. Chitta, c'est aussi la concentration, la conscience, et indirectement désigne le mental, l'esprit, le psychisme. En sanskrit, on peut aussi traduire ce mot par cœur. Le terme chitta désigne ainsi le principe de la pensée et de l'activité réfléchie de l'homme. Il s'agit de l'ensemble des processus relevant de l'esprit et qui englobe les facultés affectives et intellectuelles. Pour plus de simplicité dans cet article, le mot français « mental » en sera sa traduction. Le mental est donc l'un des sujets principaux du yoga. Quelle en est la raison ? Abordons à présent la signification de vritti. Vritti désigne les tendances ou les dispositions psychophysiques qui permettent à l'esprit d'exprimer une variété de sentiments et d'émotions.
Vritti, c'est l'expression des habitudes d'un individu qui façonne son caractère, comme le désir, les répulsions, les prédispositions, les complexes, etc. Ainsi, c'est un mode de fonctionnement, une activité du mental qui, si elle est prédominante, peut être une fluctuation, une agitation, une perturbation du mental. La distraction en est un exemple. Le mot vritti, dans ce sutra, met en lumière le fait que le mental est en constante fluctuation. C'est un aspect essentiel de l'être humain qui le caractérise et le différencie de son prochain. Sans cela, l'individu serait sans couleur, fade et certainement un peu ennuyeux, c'est-à-dire sans saveur, loin de la définition de l'être humain, un peu agité que l'on connaît avec ses pleurs, ses rires, ses joies, ses tristesses, etc. Les fluctuations du mental vont donc permettre à tout individu de se différencier dans les domaines de la connaissance, de l'intelligence, de l'affect, des pensées, de l'imagination et de la mémoire. Ainsi, chaque individu acquiert des informations, entreprend des projets, réagit, crée et se souvient à sa façon, selon ses propres connaissances et expériences, et aussi en réaction à l'environnement qui, lui également, est sans cesse en activité, en perpétuel changement. Il apparaît ainsi évident que le mental soit vritti, c'est-à-dire en constante fluctuation. C'est tout à fait naturel. Et alors, me direz-vous, pourquoi ces fluctuations du mental, partie intégrante de la définition du yoga, semblent-elles si importantes selon Patanjali? Eh bien, un élément de réponse évident apparaît si l'on se tourne vers la définition du mot fluctuation. Une fluctuation, c'est quoi exactement? C'est une succession de variations en sens contraire, en opposition par rapport à une référence. Cette référence, dans le sens du yoga, c'est la vérité, c'est-à-dire l'expression de la vie dans sa véritable nature. Exemple. À l'apparition soudaine d'une araignée, beaucoup de personnes vont osciller du rouge, excès d'activité, d'affect, effroi, au vert, mélange d'activité, d'affect, angoisse, au blanc, absence d'activité, d'affect, syncope. L'araignée, de son côté, en apercevant l'humain, va peut-être, elle aussi, passer par les mêmes couleurs en s'écriant « Mince, encore un malade d'humain, immobilisation absolue ». Malheureusement, notre réaction d'humain sera celle de notre mental, comme par exemple une imagination qui s'emballe intellectuellement, l'araignée est définie comme une énorme mygale poilue à 8 pattes qui court vite et qui peut me sauter dessus à tout moment pour me manger. Notre réaction peut être aussi issue d'un souvenir mélangé comme une expérience traumatisante issue de l'enfance et générée par la vision d'un parent effrayé ou d'un stigmate issu d'une angoisse engendrée un jour par le récit d'une amie emmenée d'urgence à l'hôpital suite à une piqûre de guêpe. Cela peut venir aussi d'un souvenir vague en provenance d'un film d'horreur. Notre réaction peut venir aussi de l'affect subitement en submersion et alors c'est l'angoisse, la peur, la torpeur de se faire attaquer, de se faire piquer, de disparaître. Elle peut provenir d'une intelligence en berne provisoirement, conduisant à des réactions inappropriées, comme des cris, une fuite, une supplication faite à l'entourage en vue d'une destruction immédiate de la potentielle menace, ou d'une tentative d'anéantissement direct qui, malheureusement, occasionne un trou dans le fragile mur en plaque-au-plâtre,
et laisse s'échapper l'individu, lui offrant ainsi l'opportunité, c'est certain, de ressurgir au beau milieu de la nuit prochaine, durant notre sommeil, pour se venger. Voilà un exemple excessif, quoique, mettant en lumière les possibles oscillations du mental, plus ou moins importantes, générant des actions inappropriées autour d'une vérité, celle d'un minuscule intrus, apeuré ou complètement indifférent à la présence de l'humain et qui tente simplement de trouver un bouquet de fleurs pour s'y réfugier. Les exemples sont nombreux et ceci s'applique à toute chose. Que suggère le yoga ? Pour répondre à cette question, poursuivons la signification des termes de ce deuxième sutra. Nirodha. Nirodha cible les mots suivants: destruction, suppression, ou encore confinement, enfermement, emprisonnement, mais aussi arrêt, contrôle, maîtrise. Dans le sens de ce sutra, c'est donc la faculté d'orienter, de canaliser, de contrôler l'esprit, le mental, chitta, afin d'arrêter son fonctionnement fluctuant, incessant qui nous dessert. C'est donc la maîtrise du mental ou l'attention, la concentration. Par extension, nirodha peut être traduit par apaisement du mental. Patanjali apporte ici la notion de cessation, nirodha, des fluctuations, vritti, du mental, chitta. La définition cible le but du yoga, l'arrêt des mouvements incessants et incontrôlés du mental. Après avoir donc identifié ces premiers termes, nous pouvons entrer dans l'étude plus approfondie de ce sutra. Reprenons. Ce sutra donne la définition du yoga. Pour cela, il oriente le lecteur vers les concepts importants suivants. Chitta, qui désigne le psychisme et plus précisément les facultés de l'esprit humain, la connaissance, l'intelligence, l'affect, les pensées, la mémoire et toutes leurs déclinaisons. Chitta est traduit par le mot mental pour plus de facilité. Vritti donne une première indication dans la définition du yoga, celle de l'activité naturelle incessante du mental. On a parlé des fluctuations, qui oscillent de façon plus ou moins importante autour d'une vérité. La vérité, c'est l'expression de l'environnement. Selon la durée et l'importance de ces fluctuations mentales, les termes distraction ou agitation mentale peuvent, par exemple, être employés. Ce sont des éléments perturbateurs dans la compréhension de la réalité. On croit voir et donc savoir, mais c'est un leurre mental car l'agitation potentiellement présente en nous, à l'instant des faits, détourne, corrompt la compréhension de l'événement qui se déroule en face de nous. Et cela arrive très fréquemment. L'importance de vritti dans le yoga est donc majeure. Tout porte à penser que si vritti n'existait pas, alors le yoga aurait un peu moins de raisons d'exister. En effet, c'est cette tendance du mental qui permet à l'esprit d'exprimer une variété de sentiments et d'émotions. C'est l'expression des conditionnements qui façonnent les pensées et le caractère. Désir, répulsion, prédisposition complexe, etc. Ainsi donc, face à un même événement, si cette tendance est douce et maîtrisée, alors les pensées, les sentiments et les émotions seront doux. À l'inverse, si cette tendance est fortement agitée, alors les pensées, les sentiments et les émotions seront intenses. Vritti caractérise cela. Et pourquoi l'expression des pensées, des sentiments et des émotions est-elle à considérer ? Parce que derrière les pensées, les sentiments et les émotions, il y a des actes. On entend d'ailleurs parfois dire qu'une pensée est déjà une action. Ainsi,
selon la proportion de vritti, les actes issus des pensées seront plus ou moins maîtrisés, plus ou moins impulsifs, plus ou moins puissants, etc. Et pourquoi l'expression des actes est-elle à considérer également? Eh bien parce qu'un acte sert un résultat. Ainsi, selon la proportion de vritti, le résultat des actes engendrés par les pensées, le fruit, sera un beau mélange d'un plus ou moins maîtrisé, d'un plus ou moins impulsif, d'un plus ou moins puissant, d'un plus ou moins adapté, et ainsi de suite. C'est ce qui caractérise l'émergence d'une plus ou moins bonne action, d'un plus ou moins bon fruit. Et ce n'est pas fini. Et là est toute la perversité de la chose, vous allez comprendre. Après avoir goûté un fruit, il y a généralement une réaction en chaîne qui s'opère comme suite. Le résultat de la dégustation va agir sur l'affect du goûteur. De l'affect vont naître des pensées. Et des pensées vont naître des actions qui seront fonction des propriétés du fruit goûté et des habitudes. Ainsi, soit la cagette de fruits est jetée, soit une seconde est achetée. C'est un exemple, bien entendu. Il en va de même pour tous les actes du quotidien. L'environnement réagit aux actions et répond. Après un premier acte, contrôlé ou non, une réponse de l'environnement va être rendue et sera fonction de l'expression du niveau de vritti transmis dans l'acte initial, mais aussi de l'expression du niveau de vritti véhiculé en retour dans l'acte de réponse, fédéré donc par le mental de l'autre. Ainsi, la réplique à l'acte initial sera un beau mélange de vritti issus des deux acteurs. Exemple, en interpellant agressivement une personne agitée, la réponse rendue sera certainement assez forte. L'initiateur agité plus un récepteur agité égale une réponse du récepteur agité. En interpellant cette même personne de la même façon, mais à sa sortie de séance de yoga, alors la réponse sera certainement plus tempérée. Vritti a été pacifié. Un initiateur agité plus un récepteur calme donnera une réponse du récepteur plutôt tempérée. Par déduction, si l'initiateur est calme, alors la réponse a plus de chances d'être tempérée, à moins, bien sûr, que le récepteur soit très agité. Est-ce fini? Eh bien non, car la réponse de l'environnement va avoir, à son tour et en retour, une influence sur l'initiateur et un même chemin intérieur. Mise en résonance de l'affect, apparition de pensées et émergence de nouveaux actes. Tout cela, évidemment, toujours soumis à vritti et renvoyé à l'environnement qui, à son tour, une nouvelle fois, va réagir via le même processus et ainsi de suite. Cela fait penser à ce jeu qui consiste à transmettre rapidement une histoire courte de bouche à oreille d'une personne à une autre. Au bout de la chaîne, l'histoire est la plupart du temps déformée ou amplifiée. Exemple, une discussion autour d'un sujet dont les acteurs n'ont pas le même point de vue va obligatoirement se hausser en ton si les vrittis sont agités de toutes parts. De surcroît, plus le ton monte, plus les vrittis prennent de puissance, et moins les personnes se comprennent entre elles. Ainsi, ce cycle infernal pourrait bien aboutir à la dispute, à moins que, par une action ou une autre, les vrittis soient pacifiés avant. L'acceptation des différences de point de vue peut être un pacificateur, par exemple. Le yoga se penche principalement sur les qualités humaines. Dans les exemples précédents, on parle d'un environnement doté d'un mental.
Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Et l'environnement peut être aussi une chose. Cela ne change rien, car la chose va tout de même répondre, agissant de la même façon, sur l'initiateur. Exemple, devant ses camarades, par excès de zèle, d'agitation mentale donc, l'enfant décide de franchir l'obstacle d'un seul bond. Malheureusement, ses capacités physiques ne sont pas à la hauteur de l'exploit. Il y a une méconnaissance. Et il se fait mal. Humilié par l'entourage moqueur, il réagit fortement. Vreti augmente encore, le mental se trouble davantage, la colère apparaît. Proche de lui, il voit sa pelle en plastique. Des pensées non réfléchies viennent à lui. Il saisit brusquement l'instrument et frappe intensément l'obstacle qu'il n'a pas pu franchir. C'est une action inadéquate, transmise par des pensées troublées et édictée par une tension interne forte, une pulsion. Cependant, et de nouveau, l'environnement réagit à sa façon. La pelle se casse. Les rires se font encore plus intenses autour de l'enfant qui, exténué, vide d'énergie, pleure. Il y a un relâchement intérieur, c'est une pacification de vreti forcée par le corps. L'enfant s'est fait mal, il est ridiculisé, et il n'a plus de pelle, et il est épuisé. On peut voir, à travers ces exemples, que les répercussions engendrées par les actes façonnés par un mental fluctuant peuvent être plus ou moins lourdes de conséquences, durer plus ou moins longtemps, et qu'en plus, il faudra les endurer. Patanjali revient en détail au 2e chapitre. Nirodha. Comment faire pour réduire les fluctuations du mental ? Eh bien, Patanjali indique qu'une des bonnes solutions est de les détruire. C'est la définition de Nirodha. Comment ? En apaisant, en canalisant le mental. Et comment ? Eh bien, à l'aide du yoga. Le yoga est donc cette faculté à orienter, canaliser, contrôler l'esprit, le mental, chitta, par la maîtrise, l'arrêt, nirodha, de ces fluctuations, vreti. Le yoga est la maîtrise du psychisme. C'est la définition du yoga. Comment y arriver ? Les 194 prochains sutras de Patanjali nous donnent quelques indications. Yogapage.com Yogapage, une solution unique dédiée à l'enseignement du yoga pour concevoir facilement vos séances, réviser vos fiches postures, trouver des idées de pratiques illustrées et aussi partager vos cours. Rendez-vous sur yogapage.com.